un quart d'heure avant la fin pour que tout le monde puisse le faire. On est d'accord? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Merci Awa. Donc, nous allons commencer par les dames, hein, puisque nous avons parmi nos panélistes ici ce soir une femme, Madame Koumbaba. Très rapidement, donc, Madame Koumbaba, elle est spécialiste en communication, donc c'est une femme de com. Elle aura l'occasion de nous le montrer tout de suite, donc, quand on va lui donner la parole. Elle a une particularité, effectivement, sur la communication. Elle est plus axée sur le genre. Donc, elle aura le libre arbitre de pouvoir nous en toucher deux mots tout à l'heure. De 2014 à 2017, donc, Koumbaba a été chargée de communication auprès de la représentation onusienne des femmes au Mali. C'est une chef d'entreprise, un redoutable chef d'entreprise. Elle dirige la société Mouzoya, une boîte de communication qui est spécialisée dans la production et diffusion de programmes éducatifs et citoyens. Voilà, donc on dit d'elle qu'elle est une femme engagée, c'est une réalité, engagée sur la question des femmes et de la jeunesse. Koumbaba a initié le GEMACO. Le GEMACO, c'est la génération malienne consciente, et également un mouvement qui s'appelle SOS Démocratie en 2012. Voilà. Donc ça, c'était la présentation donc, de la première panéliste, Madame Koumbaba. Je le fais par ordre alphabétique. Bon, elle a tiré le premier lot, donc je continue par ordre alphabétique. Amadou Diawara, donc lui, on ne le présente plus, hein, Amadou, au Mali et à l'international. Il est le CEO du groupe Famib. Il est le fondateur de l'université virtuelle, donc UVM-UPP Kingi. Il est également le fondateur de la plateforme, et c'est aussi ce qui nous intéresse ce soir dans notre thématique, de l'Africa Virtual Hospital, donc l'AVH, qui utilise donc les technologies de la télémédecine pour dématérialiser les visites médicales, pour établir des diagnostics à distance, pour faciliter l'interaction entre les patients et les médecins. Amadou Diawara, bien sûr, nous expliquera tout au long des échanges les fonctionnalités de cette plateforme. Donc, on l'en remercie. En troisième position, donc toujours par ordre alphabétique, donc Christophe Lemierre. On le remercie de sa participation également. Il est le chef de programme donc, de la Banque mondiale. Donc, il supervise le portefeuille développement humain, qui inclut bien sûr la santé, l'éducation et la protection sociale pour les 5 pays du Sahel. Christophe Lemierre aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir, bien évidemment. Pour finir, il a dirigé la mise en œuvre donc, du Sahel Women Empowerment, qui est un programme social, et sur la Demographic Dividend Project. Voilà, je pense, Monsieur Lumière, que ça résume bien votre action. Oui, c'est parfait, merci. Merci, Monsieur Lumière. En quatrième position donc, de nos panélistes ce soir invités, le docteur Ousmane Ly. Il est le consultant international en santé publique mondiale avec une appétence pour les technologies du digital et du numérique. Et à juste titre, puisqu'en fait, il est titulaire d'un certificat universitaire d'informatique médicale à Genève. Il est également diplômé en études approfondies et le dégrade master en informatique médicale de l'université Pierre et Marie Curie à Paris 6. Il est également enseignant-chercheur à la faculté de médecine à l'université des sciences des techniques et technologies de Bamako. Je suis conforme, docteur? Tout à fait. Parfait, merci. Et on a gardé, j'allais pas dire le meilleur pour la fin, mais Patrick Jivanovic. Donc, il a été directeur France de clientèle chez Publicis et directeur général chez Young et Rubicam, l'agence américaine de publicité. Donc, c'est un très, très bon communicant. Je pense que vous allez pouvoir l'approuver et l'éprouver ce soir. Merci, Patrick, de nous rejoindre. En 1997, Patrick Jivanovic a créé sa société de conseil pour accompagner des grands comptes en Afrique avant d'être nommé vice-président de Télémédecine Technologie, qui est une filiale du CNES, Centre national d'études spatiales, à Toulouse. Son objectif, il est clair et sa feuille de route est très lisible. Il était donc de piloter en Afrique subsaharienne des grands projets de santé publique et bien évidemment sur le numérique, en partenariat avec de grands bailleurs internationaux, mais aussi des ministères de santé et des affaires sociales en Afrique. Patrick Jivanovic, bien sûr, il reviendra, il aura le loisir de pouvoir échafauder à ce niveau-là. Aujourd'hui, Patrick est expert consultant auprès du groupe Famib. Il est également formateur enseignant à l'université Toulouse Jean Jaurès sur les relations Europe-Afrique et de manière globale les relations internationales. Il est également élu à la Chambre de commerce de Toulouse. J'ai le plaisir de le côtoyer au moins une fois par mois en assemblée générale à la CCI de Toulouse.
et il est également conseiller du commerce extérieur de la France, donc nommé par le cabinet et le Premier ministre de la France. Patrick, c'est conforme à ce que je viens de te dire, ta biographie? Oui, 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 c'est parfait, merci beaucoup. Voilà, donc je vérifie de n'oublier personne. Non, je pense qu'on est bon. Eh bien, écoutez, on va pouvoir démarrer avec donc l'ensemble de nos suiveurs qui sont là également et qui pourront de temps en temps se signaler. On prendra leur requête un petit quart d'heure avant pour pouvoir poser les questions et échanger. Donc aujourd'hui, Excusez-moi, oui, excusez-moi de vous interrompre. Bonjour à tous. Je me connecte avec un petit peu de retard. Je m'appelle Aline Duplat. Je suis de la société CLS à Toulouse. oui, tout à fait. Bonsoir Aline. Merci, bonsoir. Merci de m'avoir invitée. J'apprécie beaucoup. Ben, c'est nous qui vous remercions. Bon, et puis je pourrais, de temps en temps, je suis un petit peu interrompue. Ma connexion Internet est un peu compliquée momentanément, mais j'apprécie beaucoup ce sujet. Et bonjour, docteur Ousmane, comment allez-vous? Docteur, voilà. Bonjour Aline, ça va bien? Ça va super, et toi? Oui, ça va, ça va. Patrick, bonjour. On se retrouve Bon, tous. Je n'avais pas précisé, mais je sais que beaucoup se connaissent et l'intérêt, effectivement, Christophe Lumière connaît bien Patrick, Patrick connaît bien Ousmane, Ousmane connaît bien Aline. Voilà. C'est aussi ça, je dirais, ce qui nous amène la virtualité des choses et le charme de ces opérations. On en est ravis. En tout cas, merci pour votre participation à toutes et tous. Il est important pour nous d'avancer sur ces sujets qui sont aujourd'hui stratégiques. On aura l'occasion de revenir. Aline, si vous avez d'autres choses à rajouter, Non, Parfait. non, ça va. Ok, bon, mais moi je vais donc commencer par Patrick Jivanovic, qui aura à peu près entre 5 et 6 minutes. Je suis le maître du temps et des horloges, donc ne m'en voulez pas si de temps en temps on mettra des barrières. Voilà, mais c'est pour pas contraindre ensuite les agendas et les horaires pour les uns et les autres. Donc Patrick, première question. Pouvez-vous nous parler de la téléconsultation et des technologies liées donc à la médecine? Oui, merci Karim pour cette introduction et merci surtout à Amadou Diawara qui est toujours aussi dynamique pour l'organisation de cette manifestation et de cette rencontre entre des experts dont je connais un certain nombre effectivement. Je n'ai pas salué Christophe Lemierre que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années. Et le docteur, évidemment, Ousmane Ly, avec qui j'ai eu le plaisir de partager un certain nombre de séminaires. En fait, la télémédecine, on va dire plutôt la santé numérique sur le continent africain, aujourd'hui, on va dire, se plie à deux impérieuses nécessités, celle de la data, de la fabrication de la donnée, et celle de la connexion, de la connectivité, parce qu'on sait très très bien que pour transmettre des datas, on a ce problème aujourd'hui qui est un problème spécifique, continental, qui est celle des déserts, effectivement, encore, hein, donc des zones blanches, hein, comme on les appelle, c'est des zones qui ne sont pas couvertes. Donc le principe, on va dire, de la santé numérique, d'abord doit s'approprier, régler ces deux grands sujets que sont la création de la donnée, d'une donnée fiable, son stockage, son traitement et puis en même temps sa restitution. Et le deuxième élément, c'est effectivement comment on peut transmettre des données de manière, on va dire, systématique et fluide dans des territoires qui sont souvent pas couverts ou peu couverts ou peu ou pas assez couverts, on va dire, par les opérateurs traditionnels. Alors, ces deux sujets sont évidemment piliers, on va dire, dans la réflexion que peut mener un pays s'agissant de sa santé numérique, hein, on va dire, hein, puisqu'en fait, sans ces premières armes, il est difficile de considérer et de commencer à parler de santé numérique. Nous avons nous-mêmes, pardon, je vais faire un petit aller-retour sur ce que j'ai déjà fait il y a quelques années et pendant quelques années, nous avons nous-mêmes commencé effectivement à travailler sur le renforcement informatique dans les unités hospitalières, hein, que ce soit le renforcement capacitaire des hommes, mais aussi le renforcement des outils numériques dans les centres hospitaliers, dans les unités hospitalières. C'est effectivement le début, on va dire, du digital dans la santé sur ces territoires, mais il nous semble aujourd'hui, en tout cas, il nous a semblé assez rapidement indispensable de parler très rapidement avec les ministères de la Santé de la création de la data. Hein, donc, c'est ça qui est
pour nous l'épicentre, on va dire, le pilier central de tout programme de santé numérique dans un pays, et puis effectivement la transmission de la donnée de la façon la plus fluide possible. C'est la raison pour laquelle, et je termine là-dessus, puisque je crois que les premières minutes sont assez comptées pour laisser tout le monde s'exprimer, je crois que après avoir travaillé pendant de très nombreuses années effectivement sur le renforcement technique et technologique dans les unités hospitalières, on est vite passé effectivement à la création de la data et sa transmission et sa restitution. Voilà en quelques mots le préambule que je pourrais faire sur la télémédecine, on va dire, que j'appellerais moi plutôt de façon à élargir le spectre santé numérique. Merci Patrick. Tu avais encore quelques petites secondes. Tu avais à peu près 2-3 minutes de plus, mais c'est très honorable à toi de bien vouloir laisser la parole circuler sur cette thématique. Je vais peut-être le faire de manière dynamique. Est-ce que certains de nos panélistes souhaitaient rebondir sur ce que vient de dire Patrick? On a à peu près 2-3 minutes sur le temps imparti à Patrick Jivanovic. Oui, tout à fait, si je peux me permettre. Alors, Docteur Lee, deux petites minutes. OK, alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'en Afrique, dans nos pays, les activités de santé numérique, comme Patrick l'a dit, ont commencé par des projets pilotes de télémédecine et surtout de téléconsultation. Pourquoi? Parce que la téléconsultation avait cette capacité de rendre spectaculaire l'intervention à distance du professionnel de santé dans des zones qu'on appelle des déserts médicaux. Et je me rappelle bien, nous, au début, on parlait de télémédecine à dos de chameau. Et ça vient de tout ce que le CNES a fait aussi, hein, comme Patrick l'a dit. On rêvait d'avoir une valise de télémédecine qu'on pouvait transporter à d'autres chameaux, se rendre auprès des communautés les plus éloignées pour leur offrir les services de téléconsultation. Parce que la téléconsultation n'est rien d'autre que mettre le patient à travers un médiateur professionnel qui peut être un infirmier ou une sage-femme vers une disponibilité de spécialités médicales, qui peut être par exemple la gynécologie obstétrique ou bien en spécialité comme le diabète ou bien comme l'hypertension artérielle, voilà, des maladies chroniques qu'on va pouvoir suivre à distance. Donc, on a besoin d'avoir les données, qu'on appelle ça quotidiennement, day to day, comme on le dit, pour pouvoir faire un suivi efficient et efficace de la santé de la personne. Et cela revêt vraiment une importance capitale dans nos pays. Et ça rejoint la disponibilité des moyens de télécommunication. Et je vais laisser le reste des 30 secondes à quelqu'un d'autre. Merci. Merci, Docteur Lee, merci beaucoup. Awa, tu peux intervenir à tout moment aussi pour modérer s'il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. On a encore 2 petites minutes pour clôturer cette première aspect, avant de donner la parole tout à l'heure à Madame Koumbaba et Monsieur Christophe Lemaire, mais sur une thématique autre. Donc voilà, s'il y a encore une petite intervention, il y a 2 minutes. Oui, Amadou. Alors, Karim, en fait, je voudrais juste signaler la présence aussi de M. Amadou Yalkoué, qui est aussi le coordinateur national du GBVMS. Donc, c'est important aussi si M. Yalkoué, de temps en temps, il veut participer. Mais je pense avoir vu aussi Mme Dia Mariam, aussi de la Banque mondiale, forcément, qui, je pense, ne va pas trop parler parce qu'il y a son patron, je vois M. Lemire qui est là, mais s'ils veulent participer, je pense qu'on peut aussi, même s'ils ne sont pas panélistes, les laisser contribuer également aussi à ça. Bien sûr. C'est ça que je voulais dire, mais je pense que je vous laisse continuer. C'était ça. Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Amadou. C'est vrai. Donc, on remercie M. Yalkoué, effectivement, comme le disait le président. N'hésitez pas, comme l'a fait Adeline Duplat tout à l'heure, à vouloir rebondir. Je pense que ça crée une dynamique aussi. Voilà. Donc, on vous remercie infiniment. Bon, mais je pense, parmi nos panélistes, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième question. Donc, on a en gros entre 10 et 12 minutes sur cette deuxième aspect. Donc, cette thématique-là va s'adresser directement à Mme Koumbaba et M. Christophe Lemire, pardon. Donc, quelles sont les différentes formes, Mme Koumbaba, quelles sont les différentes formes de violences faites aux femmes? On touche directement au sujet qui nous apporte ce soir à discussion. Et comment se passe la prise en charge de ces femmes? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Donc, je remercie tout le monde pour vraiment l'opportunité, particulièrement le groupe Famille. Et merci quand même
de m'être mise là-bas en tant que seule femme. Donc, je vois déjà que le genre et le quota n'est pas respecté, mais c'est déjà bien d'avoir une femme sur 5 ou 4. Donc, je vous remercie. Ah ouais, je ne t'ai pas compté. Donc, c'est une belle opportunité que de pouvoir essayer de briser ce tabou que nous connaissons pas seulement qu'en Afrique, mais je pense que le phénomène de violence basé sur le genre ou de violence faite aux femmes et aux filles, ça est un fléau mondial et les hommes et les femmes, tout le monde en souffre. Mais on a l'habitude de parler de violence faites aux femmes et aux filles parce que la majeure partie des violences basées sur le genre sont vécues par les femmes. Et les statistiques nous montrent que si on prend 10 femmes, il y a au moins 7 qui ont souffert ou qui vont souffrir dans leur vie de violences basées sur le fait qu'elles sont femmes et ou que basées sur le genre de quelqu'un. Donc, les violences faites aux femmes et aux filles font partie d'un groupe de violences qu'on appelle les violences basées sur le genre. Et en général, pour faire simple, une violence basée sur le genre, c'est tout acte de violence qui est dirigé vers quelqu'un à cause de son sexe ou de son genre. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Donc, on pourra aller dans les différences s'il le faut au moment des questions. Et ces violences-là peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent se manifester de plusieurs manières et elles peuvent se manifester à plusieurs endroits. Donc, elles peuvent être physiques, elles peuvent être les causes des blessures que nous connaissons, elles peuvent aussi être psychologiques, émotionnelles, elles peuvent être financières. Il y a beaucoup de femmes qui veulent, par exemple, travailler ou quand elles travaillent, elles sont obligées d'apporter leur salaire à leur conjoint. Elles peuvent également être sexuelles ou sexistes. Et quand ces violences-là se passent dans un setting de couple, on parle de violence conjugale. Et la CDF, qui est quand même la convention, le document de référence qui est depuis 1976, sert pour référentiel pour la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, je vais essayer de lire ce que la CDF dit par rapport aux violences faites aux femmes et aux filles. Donc, c'est tout acte de violence basé sur l'appartenance au sexe féminin. Et une violence qui cause ou qui est susceptible de causer aux femmes et aux filles des préjudices ou des souffrances physiques, psychologiques ou même des menaces, ou quand on parle aussi de contraintes ou de privation de liberté, que cela se passe soit dans le domaine privé ou que cela se passe dans le domaine public. Et chez nous en Afrique, ce que je peux ajouter, c'est que les violences conjugales ne sont pas nécessairement une violence qui se passe entre deux conjoints, un époux et sa femme ou un copain et sa petite amie, mais chez nous, on a des victimes de violences conjugales qui ont eu des préjudices causés par autres que leur conjoint. Ça peut être une belle-mère, ça peut être un beau-père, ça peut être un beau-frère. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi prendre en compte dans notre setting, dans notre contexte. Maintenant, qu'est-ce qui est fait concrètement au Mali? Il y a plusieurs choses qui sont faites, mais je peux dire que chez nous, peut-être le taureau est beaucoup plus pris par les cornes, par les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations. L'État, depuis quelques années, particulièrement depuis 2014, essaie de faire tant bien que mal quelques actions, d'abord par la mise en place d'un numéro vert, donc le 80-333 qui est au Mali et qui a été maintenant décentralisé. Il y a des antennes à Moti, à Gao, à Tomoksu. Et ce numéro vert-là fonctionne sur pratiquement tous les deux réseaux majeurs où les gens peuvent appeler et le numéro est géré par la police directement. Donc, c'est la police maintenant qui intervient et là, aide la victime ou la survivante à maintenant faire le circuit sanitaire et le circuit judiciaire. Mais il y a aussi maintenant des initiatives qui sont dans le pipeline, spécifiquement par les Nations Unies, plusieurs agences des Nations Unies avec le gouvernement, le projet Spotlight, qui promet d'ouvrir des one-stop centers. Parce que comme on le verra dans le développement, c'est qu'il est très important pour la prise en charge des violences faites aux femmes et aux filles, qu'on ait une approche multidimensionnelle. Donc, dans le jargon, on dit holistique, pour qu'il ne veut pas dire grand-chose, mais s'il s'agit d'avoir les prises en charge sanitaires, psychologiques, la réparation, l'accès à la justice et aussi l'insertion. Donc, ces initiatives sont en train d'être mises en place et déjà, il y a la police nationale avec son service social qui a ouvert un mini one-stop center qui essaie tant bien que mal, c'est dirigé par une femme, la commissaire Astan Traoré, qui essaie tant bien que mal de vraiment assurer cette prise en charge de la plainte, de l'apparence de la victime, prise en charge sanitaire jusqu'à la réparation avec quelques dédommagements sur le plan économique. Donc, c'est ce que je peux dire. On a plusieurs ONG, s'il le faut, on peut les citer, mais les plus actifs, je vais dire, c'est l'APDF,
l'Association pour le développement, le progrès et la défense des femmes, qui non seulement s'occupe des victimes, elles-mêmes des survivantes, mais aussi s'occupe beaucoup des progénitures. Et on a même ouvert, avec l'appui de plusieurs agences des Nations Unies, une garderie, par exemple pour les enfants, où les enfants peuvent être Il semblerait que Madame Ba ait des problèmes d'ordre technique. Alors, du coup, Effectivement, je souhaiterais intervenir. Yalkou Amadou, UNFPA. oui, je vous en prie, allez-y. Bonsoir, Monsieur Yalkouye. Ok, bonsoir à tout le monde. Moi, comme je le disais tout de suite, c'est Yalkou Amadou. Je suis le coordinateur national du GBVMS, c'est le système de gestion d'informations liées aux violences basées sur le genre. Et donc, c'est un poste interagence, mais je suis basé à UNFPA. Et comme la collègue Kouma l'a si bien dit, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a donné comme définition de violence basée sur le genre. Ok, je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue. Je n'avais pas fini de parler, mais c'est pas Karim. On le laisse continuer? Oui, alors Madame Ba, ce qu'on va faire, c'est que Monsieur Yalkouye a pris le relais le temps que vous régliez la situation technique. Donc, on va le laisser terminer son propos et on reviendra vers vous quelques minutes avant de donner la parole. Il n'y a pas de souci, je pense avoir dit l'essentiel. Yalkouye, comment ça va? Bien, bah, vous allez bien? On vous permet de Monsieur Yalkouye, c'est bon. Allez-y. D'accord. Donc, comme Ba l'a bien si bien dit, en fait, les violences basées sur le genre, on va y voir plusieurs typologies. Mais pour des soucis de capitalisation de données et tout, il faut juste retenir qu'au niveau interagence, l'équipe globale du GBV a retenu 6 types de violences basées sur le genre, à savoir le viol qui inclut tout ce qui est acte sexuel avec pénétration, et les agressions sexuelles qui incluent également tout ce qui est MGF. Et nous avons les agressions physiques, la violence psychologique, le déni des ressources et le mariage forcé qui est pris à part comme violence basée sur le genre. Donc, ces 6 types essayent de regrouper tous les autres types qui vont venir s'incorporer dans la typologie des VBG. Donc, dans les documents officiels actuellement au Mali, c'est généralement ces 6 types que vous allez voir dans les documents officiels. En termes de réponse ou de prise en charge, effectivement, Mme Ba l'a dit, le système des Nations Unies, en collaboration notamment avec UNICEF, UNIFEM et UNFPA, et le gouvernement cherche tant bien que mal à mettre en place les unités holistiques de prise en charge. Et depuis 2017, il y a l'unité de la police qui est fonctionnelle, mais également l'unité de la commune 5 au niveau du CSRF de la commune 5 qui est officielle et qui est ouverte, et également l'unité de prise en charge holistique de Gao qui est également ouverte depuis 2019. Donc, c'est des unités qui offrent la prise en charge holistique, c'est-à-dire lorsqu'une personne survivante arrive sur place, elle a tout le paquet essentiel de la réponse en termes de prise en charge médicale, mais également en termes de prise en charge psychologique, d'orientation sur tout ce qui est aspect judiciaire et sécuritaire. Et il y a également des lieux d'hébergement pour les femmes ayant des besoins d'hébergement temporaire pour cette prise en charge. Donc, elle est effectivement effective depuis 2017 dans ces 2 localités, Gao et Bamako. Et comme l'a dit également Mme Ba, d'ici 2020, fin 2020, fin 2021, l'initiative Sportiat envisage d'émettre au moins une vingtaine d'unités holistiques dans les différentes régions du Sud, c'est-à-dire à Sikasso, Kouloukoro, Ségou, Mopti. Donc, dans toutes ces régions, normalement, nous devons avoir au moins 2 one-stop centers au sein de ces localités pour pouvoir assurer une prise en charge holistique. Mais ça reste quand même une goutte d'eau dans l'océan parce que l'accès à ces services reste encore problématique pour la plupart des personnes survivantes. Merci. Merci Monsieur Amadou Yalkouye de UNFPA. On vous remercie pour cette intervention. Juste avant de retourner très rapidement la parole à Madame Ba, pour Monsieur Christophe Lemierre, vous qui avez dirigé la mise en œuvre d'un programme social qui est le Sahel Women Empowerment, est-ce que vous avez quelques éléments additifs à proposer par rapport à cette rubrique? Merci. Assez peu. Il faut quand même souligner que Madame Koumba, c'est quand même ma professeure, hein, donc c'est difficile d'ajouter des points à ce qu'elle a dit.
Non, peut-être deux choses. Justement, avec la perspective régionale, c'est vrai que les VBG, c'est un problème dans toute la sous-région. Je dirais que c'est quand même un problème un petit peu plus grave au Mali, quoi. Et je voudrais citer deux faits sur ça. Le premier, c'est quand même les taux de mutilation génitale qui sont très élevés. Si on les compare par exemple au Niger, c'est extrêmement faible, quoi. Donc il y a quand même vraiment un problème au Mali. Et un autre problème aussi je pense que c'est aussi considéré comme une violence basée sur le genre, c'est quand même le mariage précoce. Et en particulier les grossesses chez les adolescentes. Et quand on regarde les chiffres, en fait, le Mali est le seul pays où ce taux ne diminue pas. Ce taux de grossesse des adolescentes, il diminue au Niger, il diminue au Burkina, il diminue au Tchad, il diminue pas au Mali, quoi. Et ça, d'ailleurs, après 4 ans au Mali, j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais clairement, il y a un énorme travail à faire dans le pays. Voilà, ça c'est le point que je voulais ajouter. Sur la réponse, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Madame Koumba, par les collègues de UNFPA, avec l'initiative Spotlight. Le projet, effectivement, que j'ai eu la chance de préparer, le projet SWEAT qui est en fonction depuis 4 ans. C'est un projet qui se centre plutôt sur les facteurs structurants en fait des normes sociales, hein, donc en grande partie sur l'éducation des filles, sur les compétences de vie qu'elles peuvent avoir. Je peux pas résister quand même à la mention qu'aujourd'hui, en fait, le 28, c'est le jour où notre conseil d'administration à Washington approuve la deuxième phase du projet. Donc y compris sur le Mali. Et donc, c'est une phase qui va nous permettre d'atteindre beaucoup plus de filles et puis surtout de muscler un petit peu la réponse sur les VBG. Donc, ça tombe très, très bien aujourd'hui. Et je pense qu'avec ces financements supplémentaires, on va pouvoir aider en partie ce passage à l'échelle de la réponse. Je pense qu'il a été très clairement dit qu'elle est très insuffisante. Surtout je dirais surtout dans le centre et dans le nord. Enfin, c'est mon sentiment. Et donc voilà, je suis très content que ça tombe exactement ce jour-là, puisque on va avoir cette possibilité de pouvoir contribuer encore plus à ces actions contre les VBG. Voilà, c'est tout de mon côté sur ce point-là. Merci. Merci, Monsieur le maire, pour ces précisions et pour avoir abondé sur cette thématique. Madame Ba, on peut vous accorder encore sur cette tranche-là, puisqu'on n'a pas encore écoulé, mais 1 minute. Si Madame Ba peut compléter par rapport à sa coupure réseau de tout à l'heure, 1 petite minute. Non, je pense que l'essentiel a été dit, mais seulement pour peut-être compléter à Christophe, c'est parce qu'il se pose des questions pour qu'encore chez nous, le taux de mariage des enfants ne fait que croître ou se stabiliser. Et c'est parce que simplement chez nous, même si dans tous les textes qu'on a signés, on reconnaît que l'enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Mais quand on regarde dans les documents officiels chez nous qui autorisent le mariage, particulièrement le code de la famille de la personne, la fille peut se marier à 15 ans. Donc, c'est 15 ans l'âge autorisé pour le mariage d'une fille. Et quand les parents ne sont pas d'accord, c'est l'avis du papa qui prévaut. Et l'âge légal pour marier un garçon, c'est 18 ans. Et pour avoir un permis de conduire chez nous au Mali, sauf si on forge les documents, mais ce n'est pas possible d'avoir son permis aujourd'hui quand on n'a pas 18 ans. Donc, c'est ça la simple raison, parce que c'est légal, c'est autorisé. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce point. Et merci beaucoup à Christophe et Yalkoué pour m'avoir complété. Merci Madame Ba, merci beaucoup. Très très intéressant hein, les interventions sur ce premier volet thématique. Maintenant, on va avoir toujours pour cette intervention-là, donc le docteur Ousmane Ly et Patrick Jivanovic. Patrick, à tout moment, tu peux aussi demander la main pour intervenir, parce que je sais que la violence basée sur le genre est un propos qui t'importe beaucoup. Je sais qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, hein, parce que le sujet est vaste. Mais voilà, n'hésite pas quand tu veux abonder, comme l'a fait donc Aline, comme l'a fait Christophe Lemierre, comme l'a fait Koumbaba, le docteur Ly. Hein.
Donc, pardon, excuse-moi, il y avait juste un point sur lequel je pense que les différents intervenants, dont le professeur Koumbaba l'a très bien rappelé, et Christophe Lemierre aussi, le suivi des jeunes femmes enceintes, donc la prégnance, un suivi de la prégnance, est un sujet très important. Et pardon de revenir, puisque c'est ma partie, hein, je me garderai de raisonnement scientifique, puisque je ne suis pas médecin, mais je dirais que pour établir le parallèle, ou plutôt la relation avec les outils de la télémédecine et ce que la télémédecine peut apporter au débat, ce que la télémédecine peut finalement, comment la télémédecine peut contribuer à améliorer ces situations sur le terrain de tous les jours. Je dirais que dans le suivi, par exemple, des adolescentes qui sont souvent enceintes très tôt, dans la jeune adolescence, on va dire, la télémédecine peut effectivement être un des outils, entre guillemets, d'un bon suivi de la prégnance. Et c'est ce que je voulais dire. On a beaucoup parlé d'agression. Effectivement, la totalité des critères qui ont été rappelés par les experts que tu as invités, évidemment, sont clairs. Mais la télémédecine peut justement, sur ce sujet-là, suivre une adolescente dès lors qu'elle a été agressée ou mise enceinte, on va dire, précocement. La télémédecine est un outil de ce point de vue-là pour permettre effectivement un suivi de prégnance relativement cohérent. Voilà ce que je voulais préciser et apporter comme propos. Merci Patrick, merci pour cette dernière précision. Cette fois-ci, par contre, donc, on aborde une autre question donc liée à notre sujet d'aujourd'hui, pour laquelle on va demander au docteur Lee d'intervenir et Patrick également. Donc, je pose la question, ce qui n'empêchera bien évidemment pas d'intervenir à tous si vous le souhaitez. Là, on a un timing de 10 minutes, donc je suis toujours en train de surveiller le temps, mais là, c'est bon, on n'est pas trop mal, donc on poursuit. Quel impact pourrait avoir la téléconsultation dans la lutte contre les violences conjugales? Et une deuxième question qui arrive dans la foulée, quels peuvent être les autres avantages liés à la téléconsultation? Donc, Dr Lee, Patrick Jivanovic ou Dr Lee. Ok, merci bien. Alors, le sujet est très intéressant et extrêmement important. Je ne voudrais pas aborder le problème dans le cadre de la violence physique, parce que tout le monde parle de la violence physique. Et la violence physique, elle n'est pas anonyme, elle se voit. Les conséquences sont perceptibles sur le corps de la personne humaine, surtout de la femme ou de la fille. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la violence psychologique. C'est cette violence où on est incapable même d'en parler. On est incapable de la partager. On est incapable de mettre un mot là-dessus. Souvent même de l'identifier correctement. C'est cette violence qui est dangereuse. Parce qu'on peut intervenir très souvent rapidement en cas de violence physique. Si un homme bat sa femme, si un père devient très violent envers sa fille, on peut intervenir parce qu'on va voir le résultat physique sur le corps de la personne. Mais la violence psychologique, elle est muette. Parce qu'elle va d'un processus de déshumanisation de l'autre. Elle amène à chosifier l'autre. L'autre, je dirais, la femme, la fille, notre double humain. Et donc, et c'est là où je dirais que la téléconsultation va avoir tout son bénéfice. Parce que très souvent, il va être très difficile de venir parler vis-à-vis. Parce que cette violence psychologique nous amène à nous déshumaniser, à ne pas pouvoir regarder les autres dans les yeux parce que ça nous culpabilise. Ça rend la femme responsable de la situation. Et donc, appeler quelqu'un au téléphone pour utiliser les outils technologiques et comme ça se fait actuellement, beaucoup de médecins psychologues, beaucoup de psychologues utilisent aujourd'hui les outils comme WhatsApp pour faire ce qu'on appelle des consultations à leurs clients. Bon, j'évite de dire clients, à leurs patients, aux usagers. Alors, donc, c'est là où la téléconsultation a toute sa valeur parce que ça devient ce qu'on appelle un médiateur, un intermédiaire qui permet d'avoir une certaine distance
qui va réinstaurer la confiance en soi pour pouvoir mettre les mots sur le problème vécu. Et avant de venir aux avantages de cette téléconsultation, j'aimerais juste faire un petit détour sur ce que Madame Kumbaba a dit par rapport à la violence conjugale qui, chez nous, est au-delà de la sphère de l'unité familiale, c'est-à-dire du couple. Ça va au-delà du couple. C'est cette violence psychologique très forte induite par les belles-sœurs, les belles-mères, l'entourage familial, la communauté, où tu dois être quelque chose que souvent tu n'es pas, que tu es incapable d'être. On ne te laisse pas vivre comme tu es. On ne t'accepte pas comme tu es. Alors, cette violence psychologique, elle est dangereuse parce qu'elle amène souvent les femmes à prendre des décisions graves, qui est souvent le suicide. Donc, c'est de cela que moi, je voulais bien insister là-dessus, pour que nos sœurs, nos mères réfléchissent. Quand l'autre vient chez nous, c'est de la prendre comme nous-mêmes. Et pour terminer, avant de laisser Patrick parler, et je reviendrai sur les avantages de la téléconsultation, je dirais toujours, prenez l'autre comme, traitez l'autre comme vous voudrez qu'on vous traite vous-même. Nous sommes tous acteurs de la violence basée sur le genre, car nous sommes tous dans des familles et il n'y a pas de famille où il n'y a pas ces exemples qui existent. Il faut qu'on brise le silence. Il faut qu'on parle de cela pour que des femmes et des filles puissent retrouver la sérénité de vie. Merci. Merci, Dr Lee, pour ces propos très, très intimes et très percutants. En tout cas, ça nous marque. Donc, Patrick va prendre la parole. Je vois qu'Aline Duplat a demandé la parole aussi, peut-être a demandé d'intervenir. Nous la ferons intervenir juste après le premier propos de Patrick, si elle est d'accord. Voilà. Donc, Patrick, merci, à toi. Oui. On a à peu près 6-7 minutes. On va pouvoir grappiller un petit peu. Donc, Patrick, je serai court. Dr Lee pour les avantages de la télémédecine. Je serai court d'abord parce que le docteur Ousmane a parfaitement exposé le sujet sur le plan philosophique et sur le plan, on va dire, social. Et il a dit avec, évidemment, son expertise de médecin en plus. Donc, c'est difficile, on va dire, de trop s'étendre sur cette première partie. Je dirais simplement que les outils de télémédecine, quand ils sont déployés, quand ils sont déployables dans ces régions, et justement pour ces personnes qui sont supposées fragiles potentiellement et fragilisées dès lors qu'elles sont agressées, Ousmane a soulevé tout à l'heure le sujet de la liaison, de la relation qu'il peut y avoir, la relation directe qu'il peut y avoir entre quelqu'un de fragile et un soutien moral qu'il pourrait percevoir. Ce soutien moral, finalement, les outils de télémédecine les autorisent. Et je pense que c'est important de savoir, Madame Ba tout à l'heure a précisé, mais elle n'est pas la seule, je crois, à avoir précisé qu'au Mali, par exemple, et dans d'autres pays aussi de la région, sous la région et de la sous-région, ont été mis en place des numéros verts qui permettent effectivement à quelqu'un qui se sent agressé ou qui est agressé ou qui l'est malheureusement de façon fréquente et régulière, de pouvoir déclarer ça, auto-déclarer cette position. Je dirais que le fait de pouvoir suivre, identifier d'abord quelqu'un, l'identifier à partir d'une occurrence, d'un événement, et que cette personne se sente immédiatement suivie, qu'elle ait un fil, finalement, pardon de le dire avec cette métaphore, qu'elle ait un fil, même s'il n'existe pas physiquement, à partir du moment où elle a un numéro d'enregistrement dans un poste de santé, un district, un centre de santé, évidemment dans une unité hospitalière comme un CHU ou un CHR, à partir du moment où elle sait qu'elle est inscrite, à partir du moment où elle sait qu'elle est quelqu'un, qu'elle est identifiée, elle a la capacité effectivement à pouvoir, dès lors qu'elle se sent agressée ou qu'elle pense qu'elle va être agressée, elle a la capacité à pouvoir dialoguer avec quelqu'un pour être conseillée. Et cet outil de télémédecine, je dirais pour l'instant pas la téléconsultation, parce que la téléconsultation, c'est un acte, on va dire, médical déjà, qui est intime, hein, qui se passe entre un sachant et un patient. Et donc, et c'est quelque chose d'assez complexe. Mais dans un premier temps, la télémédecine, c'est-à-dire qu'en clair, le fait d'être enregistré quelque part, le fait d'être identifié comme quelqu'un qui peut et potentiellement peut être fragile et donc potentiellement peut être agressé,
cette personne se sent immédiatement reliée à un centre. Cette personne se sent appuyée, cette personne se sent à un moment écoutée, elle se sent soutenue, et dans sa tête, il se passe quelque chose un peu différent. C'est très sincèrement et très modestement ce que je peux rajouter comme étant l'outil que la télémédecine peut apporter dans ce cadre-là. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on puisse enregistrer ces données, et il faut effectivement qu'on puisse accéder à ces centres-là, je veux dire H24, donc par tout temps et tout le temps. Voilà, par tout temps et tout le temps. Et pour que ces personnes-là se sentent encore une fois encadrées, qu'elle ait un fil, que cette personne ait un fil. Voilà ce que je voulais rajouter au propos du docteur Lee. Merci infiniment, Patrick. Merci beaucoup pour cette précision. Avant de redonner la parole au docteur Ousmane Ly pour donc les avantages liés donc à la téléconsultation, on va donner la parole à Aline Duplat. Alors, Aline Duplat, elle est donc de chez CLS, Business Developer pour toutes les applications donc satellitaires. Elle est à Toulouse et on est content de la voir. Donc, Aline, à vous, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien là? Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Alors moi, je ne vous vois plus parce que j'utilise mon téléphone. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez. Merci beaucoup, Dr Ousmane, pour cet exposé très réaliste de ce qui se passe chez vous et des différentes gradations de stress que vous avez exprimées. Et Patrick a très bien rebondi pour parler de la possibilité que proposent les techniques d'information et de communication pour pouvoir acheminer on va dire une alerte, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas, envoyer un signal quand quelqu'un est soit agressé, soit pas agressé. Donc, bon, je viens d'un environnement satellitaire, donc je travaille pour CLS, ce qui veut dire collecte et localisation par satellite. Et donc, comment on peut faire le lien avec le satellite et les sujets qui sont exposés ce soir? Eh bien, je pense, Patrick l'a évoqué en début de réunion, aux sites enclavés, aux sites isolés, qui sont dépourvus de moyens de communication au sol ou d'autres moyens de communication. Et là, les exemples que vous avez exposés, quand envoyer une alerte, c'est compliqué. C'est inaccessible aussi, hein, s'il n'y a pas de téléphone. Et donc, en fait, dans ces situations d'agression aux gens, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, comment est-ce que le satellite peut jouer un rôle? Ben justement, en faisant le lien entre ces sites où les personnes qui sont vulnérables vont à un moment donné consulter au centre de soins ou près de leur district. Et ensuite, l'information va être acheminée vers le centre de soins par satellite, c'est-à-dire avec un petit terminal, une petite tablette ou quelque chose de très accessible. On peut envoyer un premier niveau d'information, un petit questionnaire, une information sur l'identité de l'âge de la personne qui veut reporter l'information, et ainsi, sur site, on peut mieux faire un suivi. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec Patrick sur des projets en Afrique où on s'est attaché à particulièrement désenclaver ces zones blanches, en fait. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le Merci, temps Aline. que vous m'avez accordé. Parfait, c'est très, très, très instructif. Mais vraiment, ce soir, ces échanges sont nourris donc de beaucoup de points très instructifs, notamment pour des profanes et qui ne savent pas tout ça. Je vais te redonner, Aline, et merci. Patrick, la parole au docteur Lee pour qu'il termine sur son intervention, à savoir les avantages liés à la téléconsultation. On a mangé un petit peu de temps, mais il nous reste encore en gros 3 minutes. Et si toutefois, entre-temps, il y a des courtes interventions, n'hésitez pas à abonder. Merci. Alors, en termes d'avantages de la téléconsultation, nous avons plaisir à le dire très souvent qu'en matière de télémédecine, nous nous sommes mis dans la situation où on dit faire voyager les informations et non le malade lui-même. L'un des premiers avantages de la téléconsultation va être de donner accès à un service de prise en charge à distance, du fait de l'éloignement géographique. Ça, c'est la première des questions.
au-delà de l'éloignement géographique, il y a aussi la non-disponibilité de l'expertise. Si nous regardons un pays comme le Mali, malgré que on a ouvert au niveau de la faculté de médecine plusieurs diplômes de spécialisation qu'on appelle les DES, les diplômes d'études spécialisées en cardiologie, en hématologie, en gastroentérologie, etc. Nous n'avons pas assez de radiologues encore au Mali pour interpréter les images de radiographie. Nous n'avons pas assez de personnes qui peuvent interpréter des images d'échographie. D'où des programmes de téléradiologie et de télééchographie qui permettent de faire de très bonnes téléconsultations. Et aujourd'hui, avec la miniaturisation des équipements, de le faire vraiment dans les zones les plus reculées avec des appareils qui marchent avec de l'énergie solaire. Donc, pour moi, c'est 3 avantages. Briser l'éloignement géographique, briser, comment on appelle ça, la non-accessibilité à l'expertise médicale. Et 3e chose, réduire le coût pour le patient, parce que nous savons tous que quand un patient diabétique doit quitter Tombouctou, Gao ou bien Kidal pour venir à Bamako, se faire prendre en charge son diabète et retourner, ça coûte excessivement cher. Donc, ça permet de réduire le coût pour le patient. Et je pense que Patrick va me compléter. Je vous remercie. Alors, merci, Dr Ly. Je vois qu'Aline Duplat a demandé la parole, mais on va peut-être… Patrick, as-tu 2-3 rajouts à effectuer par rapport aux propos? Non, ce qu'a dit Ousmane est évident et lumineux, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, un geste médical est quelque chose d'important. On peut faire un déplacement pour un geste médical. En revanche, pour une consultation, on voit bien que les patients ont du mal à se déplacer. C'est un truisme, j'enfonce des portes ouvertes que chacun ici autour de la table connaît. Hein. Donc, c'est très difficile de se déplacer pour des rendez-vous médicaux dans les unités hospitalières. Et donc, le problème… D'ailleurs, on peut aussi faire un parallèle avec l'Europe. Hein. On a parfois aussi dans les grandes agglomérations européennes ce genre de problème. Donc, évidemment, la téléconsultation est un outil qui permet une première prise en charge, on va dire, qualitative ou de qualification et une orientation, à mon sens, beaucoup plus intéressante. Il n'est pas peu fréquent de rencontrer des médecins dans les CHU qui vous disent, écoutez, je ne sais pas comment on peut faire aujourd'hui pour gérer l'afflux de patients arrivant, entrant à l'hôpital, parce qu'on a tout simplement une grande partie de ces patients qui ne viennent pas à l'hôpital pour des sujets liés à l'hôpital, mais qui viennent à l'hôpital pour des sujets liés à la médecine de ville, on va dire. Et donc, ce sujet-là, la téléconsultation permet de faire cette qualification du patient et une meilleure orientation. Et en cela, ça évite des frais de transport qui sont évidemment très chargés s'agissant des grandes mégapoles africaines. Donc, je complète le propos d'Ousmane en disant que la télémédecine est un outil qu'il faut utiliser aujourd'hui quand on sait en plus que chaque foyer africain dispose en moyenne d'un portable et demi, on va dire d'1 à 2 portables par foyer pour pouvoir justement s'en servir, ce serait idéal. Voilà ce que je voulais rapporter. Merci Patrick, merci beaucoup. Aline voulait peut-être se signaler donc, de manière très courte parce qu'on est en train d'empiéter sur le timing. Et puis je salue aussi donc Brahim Adiko qui nous voit depuis les CHU du point G à Bamako. Donc voilà. Aline, un rajout ou pas? Non, il semblerait que non. Donc, ok. Alors, Ah, pardon. Oui. je pense que Aline nous a quittés pendant un court moment. En tout cas, son micro est coupé. Mais j'aurais une question, si Karim, tu peux me le permettre, pour le docteur Ly, ainsi que Patrick. Dans vos différents propos, vous avez parlé surtout de l'aspect psychologique, du moins de l'impact psychologique que laissent ces violences sur les femmes, en général dans nos sociétés, mais surtout du tabou qui règne autour de cette thématique. Ma question aujourd'hui, elle est de savoir en quoi la téléconsultation pourrait permettre de briser ce tabou-là que les femmes gardent sur l'impact psychologique que laissent ces violences-là, qui peut causer des cas de suicide ou des cas de meurtre dans les foyers. En quoi la téléconsultation aujourd'hui pourrait être bénéfique pour briser un peu le silence autour de ces différents aspects. Si ça n'empiète pas sur le temps, Karim,
j'aimerais bien que nos intervenants puissent se prononcer à ce sujet. Non, mais c'est parfait. La question, elle a du sens parce qu'elle emboîte un petit peu le pas à ce qui arrive juste après, c'est-à-dire le fait de garantir la confidentialité autour de la prise en charge des femmes victimes de violences. Donc, je pense que c'est lié, c'est très bien. Ben, ça nous permet de sauter le pas sur la question que tu as soulevée, Awa. Parfait. Parfait. Ben, si le docteur Lee, Christophe Lemire ou Patrick Jivanovic souhaitaient intervenir, il n'y a aucun problème. Alors, elle m'avait indexé, je pense, particulièrement. Alors, qu'est-ce que la téléconsultation peut amener? Le premier problème dans notre société, c'est que ces types de violences, surtout psychologiques, elles sont difficilement identifiables parce que la conséquence directe est que l'autre personne se sent rabaissée et l'autre personne se sent à un niveau tel que ce n'est plus un être humain. Et donc, même aller consulter un médecin, aller consulter une infirmière ou une sage-femme devient problématique parce qu'elle va le consulter en se disant que c'est moi la fautive, c'est moi le problème. Alors, on s'est rendu compte, et c'est ça que fait que les programmes et les projets de télépsychologie, de santé numérique dans la santé mentale, ça marche. Et ça, j'ai vraiment beaucoup appris dans mes discussions avec les universités canadiennes, et ils ont beaucoup avancé là-dessus. Donc, ils ont fait beaucoup de programmes et de projets de prise en charge de la santé mentale par télémédecine, téléconsultation, parce que le média va être un intermédiaire. L'intermédiaire qui fait que ce n'est plus un être humain qui va directement être en face de moi pour me juger, mais je vais passer par un équipement, la technologie qui est quelque peu neutre. La technologie, elle est neutre. Elle ne va pas vous juger. Et donc, les gens vont pouvoir prendre ça et s'adresser. Vous avez vu, même le téléphone est un bon intermédiaire aussi parce qu'on va parler sans voir le regard de l'autre qui va nous juger. C'est ça le problème. Et ça m'amène vraiment à faire aussi un conseil par rapport à nos professionnels de santé, surtout les médecins. Notre culture fait souvent que nous nous taisons parce que même la violence psychologique, j'ai dit que physique, on voit immédiatement, mais nous voyons aussi les signes de la violence psychologique. Dans l'attitude de la personne qui vient nous voir, dans son comportement, dans son regard, dans ses mimiques, dans ses gestes, le professionnel de santé, le médecin voit le problème. C'est comme on dit, la prise en charge aujourd'hui de la personne humaine, elle est holistique, elle est globale. On ne prend pas seulement en charge un petit problème de santé, non, on doit prendre la personne humaine en charge globalement. Donc, nous, professionnels de santé, on a la capacité de détecter ces problèmes-là. Mais souvent, nous n'en parlons pas parce que nous sommes dans la sphère familiale, parce que nous sommes dans la sphère des amis. C'est parce que, qu'on appelle ça, c'est la femme de mon ami qui m'a été adressée. Et donc, on va vouloir protéger l'autre. Or, il faut faire énormément attention. C'est un délit vraiment très grave si le professionnel de la santé n'intervient pas au bénéfice du patient, même si c'est une violence psychologique qui n'est pas, qu'on appelle ça, apparente. Donc, c'est ce que je voulais ajouter comme réponse. Je pense que Patrick va me compléter. Merci. Merci, Dr Lee. Patrick? Oui, juste un mot. Je pense qu'on peut également, avec un outil de télémédecine en place, raccourcir finalement la prise en charge. C'est par rapport à la question qui a été posée précédemment et à laquelle le docteur vient de répondre. Moi, je rajouterais que la télémédecine est un moyen qui raccourcit la prise en charge et donc qui rassure la patiente, la personne fragilisée, hein, puisque là on parle des VBG, la personne fragilisée sait qu'elle a un moyen extrêmement court de pouvoir être écoutée, prise en charge et orientée. Voilà ce que techniquement la télémédecine permet. Mais encore une fois, j'insiste pour dire qu'il faut qu'il y ait un minimum, si vous voulez, d'organisation, d'infrastructures qui permettent de pouvoir prendre en charge réellement. Il ne s'agit pas, c'est un peu ce qu'on a reproché nous ici en Europe, par exemple, au numéro vert, les grands centres d'appel qui sont en fait des leurres, qui sont des outils qui ne servent pas véritablement à prendre en charge. Ousmane parlait tout à l'heure de l'aspect psychologique et capital chez une personne fragilisée parce qu'agressée en permanence, d'ailleurs, au sein d'un foyer. Elle n'a pas le sentiment d'être écoutée, évidemment, là où elle est. Et si elle va à l'extérieur
en pensant qu'elle va être écoutée et qu'elle tombe sur une sorte d'automate, ça casse totalement la chaîne et c'est pas ça la télémédecine. La télémédecine, c'est une écoute médicale ou paramédicale, attentive et extrêmement personnalisée, et donc elle suppose et elle impose même, je dirais, une infrastructure qui permette effectivement d'avoir ce raccourci, mais un raccourci extrêmement attachant et personnalisé. Voilà, c'est-à-dire que moi, je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute et qui sait qui je suis au moment où il m'écoute. Voilà simplement ce que je voulais rajouter. Merci Patrick, merci beaucoup. Je voudrais intervenir. Oui, monsieur Yalkoulié, je vous en prie, allez-y. Juste pour ajouter rapidement, effectivement, comme Dr Lee l'a dit, il y a beaucoup d'impact de la télémédecine pour la dénonciation des cas de VBG. Et l'une des qualités ou l'importance de cette télémédecine pour la dénonciation des cas de VBG, c'est surtout le respect de la confidentialité. Le gros problème actuellement pour le contexte malien, c'est qu'on a beaucoup de personnes survivantes de VBG qui refusent d'aller dénoncer leur cas, d'aller vers les services de prise en charge, que ce soit en termes de prise en charge médicale, que ce soit en termes de prise en charge judiciaire. C'est par peur des représailles, par peur de la stigmatisation, par peur du jugement. Et moi, je pense que la télémédecine peut nous aider à éviter ces sentiments de stigmatisation, ce sentiment de jugement. Et si, comme Patrick l'a dit, si on a un système qui est là, mis en place, qui humanise la discussion avec la personne survivante, mais qui assure également la confidentialité qui est là. Comme on le dit à Bamako, par exemple, on dit Bamako, le Mali est grand, mais Bamako est petit. Tu vas dans un petit village, tu vas trouver que la sage-femme est connue de toutes les femmes, le médecin est connu de tous les médecins. Et une femme battue va avoir du mal à aller voir le médecin physiquement parce qu'elle sait que le médecin prend du thé avec son mari. Or, la télémédecine qui est là va effacer cette barrière-là et pousser plus de femmes à aller vers les prestataires de services parce qu'elles vont savoir que la personne qui est derrière elle peut-être ne pourra pas coller des visages à leur nom et pourra les assister plus facilement. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Monsieur Yalkoulié, merci pour ces précisions. C'est vrai que les gens qui ne savent pas ont déjà du mal à comprendre un petit peu ces contraintes ou ces avantages. Et c'est vrai que la téléconsultation, le fait de parler de confidentialité, ça peut être souvent être perçu pour ceux qui savent et être mal perçu pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, merci de bien vouloir, si certains d'entre vous souhaitez rajouter. Je vois que Madame Karim, parlait, ouais, tout à fait. Je veux vraiment m'exprimer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, si possible. Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, je veux ajouter ma voix à celle de la dame pour remercier beaucoup le docteur Lee, parce que chez nous, particulièrement au Mali, dans une société patriarcale, ça fait vraiment plaisir de voir des voix masculines s'indigner et venir et nous aider dans ce combat. Donc, ce qu'il a dit, moi, je ne pourrais pas le dire mieux. Donc, merci infiniment au docteur. Moi, je voudrais plutôt dire, du point de vue d'une survivante moi-même, du fait que je suis tous les jours imprégnée dans la problématique des VBG, parce que je suis à l'écoute des survivantes quotidiennement, moi, j'aimerais plutôt dire ce que nous souhaitons voir dans la télémédecine. Donc, les experts que vous êtes, vous aviez déjà dit les compétences, on n'en doute pas, mais j'aimerais plutôt m'atténuer sur ce que nous souhaiterons voir. Donc, il y a Yalkoué qui l'a dit, le docteur l'a dit, des fois, la patiente, parce qu'elle est dans une phase assez poussée de dépression, elle ne sait même pas si elle est victime ou pas, mais il y a beaucoup de cas où on est conscient, mais on n'est pas libre. Parce qu'une femme victime de violence conjugale, des fois, n'est pas libre de ses mouvements. Et toutes les fois qu'elle veut sortir, elle doit demander la permission. Tu pars où tu dois te justifier. Donc, moi, je pense que la télémédecine, pour nous, ça peut beaucoup aider sur ce pas parce que ça va assurer une confidentialité et une liberté d'action et de mouvement quand on le veut. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dans le cas du Mali aussi, on sait, il a touché, si on veut même par rapport aux soins psychologiques, sauf si je me trompe, docteur, vous pourriez me corriger, mais je pense que dans tout le Mali, nous n'avons pas plus de 20 psychologues ou psychiatres combinés. Ça ne vaut pas une vingtaine. Donc, il y a quand même vraiment une potentialité de nous mettre à disponibilité tous ces expertises, non seulement dans le Mali, mais au-delà de nos frontières. Donc, pour nous, on a besoin de confidentialité, on a besoin de rapidité. Et est-ce qu'il peut y avoir des solutions pour qu'on puisse accéder à la télémédecine quand on n'a pas la liberté ou
on n'a pas en ce moment-là l'accès à l'Internet parce qu'on n'a pas de crédit, on n'a pas d'unité. Ça, c'est une réalité chez nous où on n'est même pas libre de toucher son téléphone, à plus forte raison un ordinateur à un moment donné. Moi-même qui vous parle, j'ai eu à un moment mon laptop complètement jeté sur ma figure parce que j'utilisais un laptop. Donc, c'est un problème des fois, on ne peut même pas toucher à son téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire assez rapidement pour qu'avec un bouton qu'on presse ou une touche, rapidement on met un 5 ou un 6 dans la discrétion et on sait qu'on est en état d'urgence. On a besoin de traçabilité. Parce que des fois, on se fait consulter et quand on revient pour avoir le document du médecin, il fait semblant de l'avoir perdu. Parce qu'on doit maintenant aller voir un juge ou aller à la police. Donc ça, c'est aussi important pour nous. La télémédecine, je pense, peut vraiment aider. Et personnellement, ce que moi, je vais beaucoup aimer de voir dans la télémédecine, comme Yalko l'a dit, Bamako, le Mali est grand, mais Bamako est petit. Toutes les fois qu'on se fait consulter, en tout cas pas toutes, mais plusieurs fois, le docteur se transforme en conseiller matrimonial. Donc, on a besoin d'avoir un document en bonne et due forme pour pouvoir aller à la police. Et le docteur maintenant se dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est peut-être ton mari t'aime. Est-ce que c'est pas une incompréhension? Tu es sûr que la police est la solution et tout ça. Et je pense que avec la téléconsultation, on peut aussi avoir une froideur ou une impartialité par rapport aux médecins soignants ou en tout cas notre interlocuteur et nous-mêmes. Donc, c'est ces petites choses-là que je voulais vraiment dire, que le test soit assez rapide, l'accès rapide, confidentiel, fiable, la traçabilité, l'impartialité. On a besoin de ça. Merci, Madame Ba, merci beaucoup. Je crois qu'Aline Duplas souhaitait rajouter un mot, vraiment très intéressant, encore une fois, hein, sur tout ce qui est dit et qui complète vraiment le dispositif. En fait, non, ça va. Je vais simplement ajouter que on peut, comment dire, ce qui vient d'être dit, je crois que c'est encore plus crucial dans des sites enclavés et que la télémédecine doit être capable de rapporter de l'information de manière très confidentielle, bien sûr, et qui servent de détection précoce de cas fragiles ou susceptibles d'être, des patients susceptibles d'être très fragilisés par ce sujet. Merci, Patrick. Monsieur Christophe Lemierre, peut-être? Oui, merci. Non, juste un petit détail. Je trouve aussi très intéressant le point fait effectivement par le fait que Bamako est petit, quoi. C'est-à-dire que c'est pas qu'un problème d'accessibilité. Je pense que ça peut même marcher dans les quartiers, quoi. Ça évite d'avoir ces soucis où chacun se connaît. Mais peut-être le point sur lequel je voulais insister, c'est que on parle beaucoup de prise en charge psychologique, éventuellement judiciaire. C'est vrai que c'est important, mais je pense qu'il y a aussi la dimension clinique, hein, médicale des choses, qui est importante et qui, à mon avis, est aussi une raison supplémentaire de faire de télémédecine, c'est-à-dire au-delà de simplement avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un qui va nous poser des questions, qui va répondre, etc. Je crois qu'on a aussi besoin d'un dispositif où tout simplement on peut avoir des images, où un médecin peut voir de lui-même les dommages qui ont été subis par les victimes. Alors, on ne peut pas forcément aller très très loin dans cette prise en charge médicale, mais je pense que c'est une dimension très très importante et sur lequel il y a un espace, il y a un potentiel supplémentaire pour la téléconsultation. Voilà. Merci, Monsieur Lemierre. Je ne sais pas si on a un peu de temps. Oui, Karine, moi, je voulais ajouter si possible. Oui, donc, au-delà de ce que Christophe vient de dire par rapport à la prise en charge sanitaire, moi, je pense aussi qu'il y a un aspect qui serait important dans notre contexte africain, c'est peut-être de se pencher aussi sur la prévention d'un point de vue communautaire. Hein, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec l'outil technologique, nous, on a beaucoup de chatrooms, on a nos groupes WhatsApp. Est-ce que aussi c'est possible, une fois que les cliniciens nous consultent, qu'aussi qu'on nous guide vers des groupes de discussion qui ont vécu notre cas spécifique. Donc, si on a été victime de viol, est-ce qu'on peut aussi avoir les possibilités d'accéder à un groupe qui a vécu ou des parents de victimes pour qu'ensemble on puisse aussi se côtoyer et se soutenir. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi par rapport à ça. Le fait que même quand on va chez un docteur, après le docteur, il y a la solitude qui vient peser.
on ne sait pas à qui parler. Et le docteur n'est pas disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, des fois, on a des problèmes de overlap, c'est-à-dire les mauvais souvenirs reviennent, la souffrance revient. Donc, en ce moment, avec la télémédecine, si on a une possibilité de se connecter 30 minutes, 15 minutes pour discuter avec quelqu'un d'autre, je pense que ça peut aussi aider. Et bien sûr aussi, s'il y a les bonnes volontés pour nous aider aussi avec une réinsertion sociale et financière, avec les petits fonds pour que les femmes commencent à tourner et se changer un peu les esprits, ça peut être quelque chose d'agréable. Même avec le secteur privé malien même, il y a des possibilités parce que dans d'autres cieux, j'ai vu des hommes d'affaires qui nous ont beaucoup aidés sur ce plan. Merci Madame Ba de cette précision. Tout à l'heure, vous avez soulevé un point intéressant, c'est en situation de difficulté, comment les gens peuvent-ils se défendre par le simple fait d'appeler un numéro vert ou autre. Je sais que tout à l'heure, Amadou Diawara, qui est le fondateur de l'Africa Virtual Hospital, va peut-être parler de ce dispositif donc, prévu avec les opérateurs téléphoniques. S'il y a d'autres rajouts, il nous reste à peu près un peu plus de 20 minutes. Je vois qu'il y a des demandes chez nous. Je voudrais ajouter Oui. Bien. Oui, ouais. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que Mme Ba a dit, parce qu'on a été interpellés, nous les médecins, et là, je vais prendre la casquette de membre du Conseil national de l'ordre des médecins. En quelques minutes, on est vraiment très court là. Oui, en charge de la formation et de la communication du Conseil national de l'ordre des médecins du Mali. Alors, c'est ce que j'avais dit, la prise en charge d'une personne humaine elle doit être globale. Et quand je vous dis, ce n'était pas une vue théorique, c'est une vue qui fait que le professionnel de santé doit tout faire pour défendre l'intérêt de son patient. Ça, c'est extrêmement important. Et un certain nombre de comportements, c'est même des violations du code de déontologie et d'éthique. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une situation de relation familiale ou bien d'amitié que le professionnel de santé, surtout le médecin, doit oublier son code éthique et déontologique. Et c'est une faute grave si jamais il le fait. Donc, notre fonction première, c'est de prendre en charge nos patients. Et bien sûr, la télémédecine est un outil qui permet de le faire, rien que par l'objectivation, par exemple, des violences par la photographie des plaies, des accès, comment on appelle ça, des problèmes physiques qui ont été induits par la violence. Donc, qui doivent être versés dans le dossier médical du patient. Parce qu'aucun patient ne doit quitter chez un professionnel de santé, un médecin, s'il n'a pas un dossier médical bien, et le dossier médical est la propriété du patient, le professionnel de santé, le médecin ou l'institution n'est que gardienne. La propriété, c'est celui du patient. Et comme on dit toujours, nous sommes tous des patients potentiels, donc on a intérêt à ce que ça se passe très bien. C'est ce que je voulais ajouter. Amadou Diawara, peut-être un mot? Il nous reste à peu près un quart d'heure pour arriver à 19h30 chez nous et 17h30. Je pense, moi, je vais laisser les autres panélistes finir et après juste parler en dernier et comme ça tu clôtures. C'est mieux. Parfait. Parce qu'on va encore profiter un peu de d'eux encore un peu. On le fait pas. Profiter encore du temps qu'on reste. Parfait. Il nous reste en gros un quart d'heure. Patrick? Awa? Oui, Karim, si vous me le permettez, je pense que ce serait intéressant d'aborder quelques questions qui ont été posées dans le chat à Madame Ba. La première, c'est de revenir un peu sur les institutions qui font la prise en charge au niveau du Mali. C'est une question qui avait été posée dans le chat il y a un petit moment. La deuxième question aussi, c'est de savoir si la violence d'un père envers sa fille peut être incluse dans les violences conjugales. Donc, si Madame Ba peut un peu nous éclairer là-dessus, le temps de passer aux autres questions qui vont à son endroit. Bon, j'ai entendu une partie de la question, c'est les structures de prise en charge, mais la deuxième partie, ça a un peu coupé. Je pense que Yal Koué aussi peut me compléter. Au niveau, en tout cas, de couverture nationale d'abord, il y a les structures de prise en charge avec la police qui a à Mopti, à Bamako et à Gao. Mais au niveau des ONG qui couvrent nationalement, il y a l'APDF qui est aussi à Bamako et à Mopti
C'est une ONG quand même qui fait une prise en charge holistique et qui s'occupe non seulement des femmes, mais de leurs enfants et aussi prend les jeunes filles. Il y a WILDA qui couvre le territoire national mais n'a pas de centre d'hébergement, mais aide beaucoup par rapport à la prise en charge juridique. Et il y a Demeso qui fait de même. Et il y a l'Association des femmes battues qui est une ONG mise en place par des hommes, mais aussi qui nous aide beaucoup par rapport à le fait de nous donner des avocats pro bono et de nous assister pour la prise en charge juridique. Donc, c'est ces ONG-là qui existent au-delà de l'État. Donc, je pense que oui, donc c'est ça. L'Association des femmes battues, des MESO, la PDF et WILDA. Au niveau étatique maintenant, les directions régionales de la police travaillent avec le ministère de la Santé et les bailleurs de fonds, l'UNFPA, ONU Femmes et la MINUSMA par rapport à les régions de Moti et Gao. Et je pense qu'il y a maintenant les efforts qui sont dans le pipeline pour que les autres régions, spécifiquement CAI, parce que la région par excellence des VBG et tout type confondu, c'est la première région de CAI à l'ouest du Mali. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de structures de prise en charge là-bas, ça ne semble pas être l'intérêt des bailleurs d'une manière générale. Or, c'est quand même le berceau, si je peux me permettre, de beaucoup de types de VBG. Maintenant, la seconde partie de la question, je ne l'ai pas entendue. Alors, merci beaucoup déjà pour cette intervention. La seconde question, c'était de savoir si la violence d'un père à l'endroit de sa fille peut être considérée comme une violence conjugale. Ça dépend du type de violence d'abord. Ce n'est pas toutes les violences qui sont considérées comme des violences basées sur le genre. C'est quand on sait qu'une violence, parce que tous les jours, d'une manière générale dans le monde, les hommes sont beaucoup plus victimes de violences que de femmes. Mais les violences qui sont dirigées contre quelqu'un à cause de son sexe ou du fait que la personne est différente, ça, c'est une violence basée sur le genre. Donc, si le père refuse de scolariser sa fille parce qu'elle est fille et préfère donner tout son argent à son garçon, oui, c'est une violence basée sur le genre, mais ce n'est pas une violence conjugale, c'est une violence domestique. Et dépendant maintenant du type de violence, on va dire si c'est sociologique, économique ou si c'est moral ou institutionnel. Si, par exemple, au niveau du partage d'héritage, on sait qu'on donne à la moitié des filles ce que les garçons ont. Donc, pour nous, ça c'est une violence économique, c'est une violence qui nous arrive dans un contexte domestique, dans un contexte de famille. Donc, ce n'est peut-être pas une violence conjugale parce que la fille n'est pas le conjoint de son papa, mais c'est un des enfants qui est sous son autorité. C'est un type de violence, mais un type de violence domestique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si c'est un peu clair. Alors, ce serait bien si M. Togola pouvait interagir dans le chat pour savoir s'il est assez satisfait des différentes réponses que Mme Ba a ramenées par rapport à son interrogation. Et il pose une dernière question vous concernant. Il dit, Mme Ba. Ah, d'accord. Il dit, Mme Ba, oui, j'écoute la question. À son côté éducation. Est-ce que le geste conseillé du médecin n'est pas dû à son côté éducation? Je pense que c'est par rapport à votre intervention concernant le fait que le médecin conseille souvent les femmes de ne pas porter plainte, etc. Bon, je ne sais pas si j'ai très bien compris, mais bien sûr qu'il faut une sensibilisation générale et une petite éducation sur la thématique parce que les VBG sont assez complexes. Et si on n'a pas pris le soin d'approfondir ses connaissances et de comprendre un peu, on peut de fois passer à côté. Comme le docteur Lee l'a dit, certaines fois, c'est parce qu'on prend le social, on se dit au Mali, tout le monde se connaît et on sait aussi les stigmatisations qu'une femme peut vivre si jamais elle est indexée d'avoir, ou elle est connue ou reconnue d'avoir amené un conjoint en justice, ou les stigmas qu'une femme peut avoir aussi après s'être divorcée pour cause de violence, parce qu'elle a refusé d'accepter les coups de son conjoint ou parce qu'elle a refusé d'accepter les injures ou les humiliations de son conjoint. Donc, on va se dire à cette femme-là, est-ce qu'elle ne peut pas devenir un homme? Est-ce que finalement, elle sait qu'elle est femme, qu'elle est faite pour être soumise? Donc, on nous dit même que dans le jargon bambara, l'appellation de la femme, c'est Mousso. On dit c'est Mouniousso.
Et Mouniou, c'est la souffrance, le fait d'accepter de tout prendre sur son dos. On dit que la femme, c'est celle qui accepte et elle est faite pour ça. Donc, le médecin aussi, en tant que citoyen avant de devenir médecin, et qui a été aussi éduqué avec ses compréhensions et ses contextes, il est des fois un peu difficile de faire la part des choses. Est-ce qu'il va suivre la déontologie qu'on lui dicte ou il va être seulement humain comme on l'a élevé dans sa société? Donc, je pense que ce n'est pas des fois des gestes ou des faits qui sont conscients, mais c'est peut-être des faits qui sont inconscients et d'où l'éducation continue de nous tous et toutes. Il reste 10 minutes, un petit peu plus de 10 minutes. Je ne sais pas si on peut continuer parce qu'il y a encore la présentation donc, d'Amadou Diawara. Patrick, juste très rapidement, comment, toi qui as travaillé et qui as œuvré au développement des technologies de la télémédecine, comment on peut inciter les patients à aller à la téléconsultation? Ton micro? On ne t'entend pas en fait. Alors, si on m'entend, moi je pourrais revenir sur la question de la confidentialité. Oui, et très rapidement, Dr Lee. Ok, alors pour la question de la confidentialité, pour ce qui est les téléconsultations, il y a ce qu'on appelle les règles de sécurité de l'information qu'il faut appliquer. Et au-delà des règles de sécurité de l'information, il faut appliquer les règles liées, par exemple, à la protection du secret professionnel. Ça, c'est extrêmement important. Alors, le secret professionnel, c'est que nul n'a le droit de savoir la prise en charge d'un patient s'il ne participe pas à sa prise en charge. Même s'il est médecin, tu ne peux pas accéder au dossier d'un autre patient si tu ne participes pas à sa prise en charge. Sinon, ce serait violer le secret médical. Il y a ça. Alors, les outils de téléconsultation et télémédecine, souvent on a l'impression de dire que oui, ce n'est pas sécurisé. Bon, moi je dirais qu'ils sont plus sécurisés que pour le papier. Parce que dans nos pays, si tu portes la blouse, n'importe qui porte la blouse peut traverser tout un hôpital sans que personne ne lui pose la question. Parce que dès qu'il porte la blouse, on va dire qu'il est docteur en Bambara. Et ce docteur, comme on le dit, va aller prendre un dossier et regarder. Personne ne va lui poser la question parce qu'on n'a pas cette culture de vérifier, de contrôler. Parce que quelqu'un qui est professeur agrégé, si on va lui dire, montrez votre badge, identifiez-vous, va se sentir tellement insulté qu'il va faire excusez-moi le terme, mais un boucan partout, comme s'il dit que lui ne doit pas être contrôlé. Ça me ramène à ces questions de sécurité où l'accès, par exemple, à l'état-major, si un général dit qu'il ne veut pas être contrôlé, mais dès qu'un terroriste va venir, il va se faire passer pour un général, il va passer. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens se mettent dans la tête, que le contrôle, la confiance n'exclut jamais le contrôle. Alors, pour venir rapidement, aujourd'hui, surtout en temps de Covid-19, où tout le monde maintenant est passé en mode téléconsultation, c'est une réalité, et avec les problèmes. Aujourd'hui, nous voyons les médecins transmettre des images de leurs patients avec leur visage qu'on peut reconnaître sur leur réseau WhatsApp. Ce n'est pas bien. Mais les gens le font, mais ce n'est pas bien. C'est maintenant le moment de sécuriser tout cela, d'avoir ce qu'on appelle la mise à disposition de plateformes sécurisées où n'importe qui ne peut pas y aller. C'est ce que je voulais dire par rapport à la confidentialité, à la sécurité, et surtout respecter les règles de cybersécurité. Et dans les règles de cybersécurité, le maillon faible, ce n'est pas la technologie, c'est l'homme. Merci. Merci, Dr Lee, pour ces précisions. C'est qui prouve qu'il y a vraiment un réel besoin de télédiagnostic. Un petit essai, Patrick, peut-être, avec ton micro? Non, ça marche toujours pas, on t'entend pas. Non, on n'entend pas, Patrick. Bon, Aline, peut-être? J'aimerais bien écouter ce que nous dit Patrick à ce propos. Tu nous entends, Patrick? Là, il parle. Oui, il parle, mais on l'entend pas. Non, on n'entend pas. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, ce serait intéressant qu'on vous présente. Alors, peut-être pas aujourd'hui parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais une solution intégrée que l'on a développée
justement avec l'UNFPA pour pouvoir permettre au personnel soignant, au personnel qui font du reporting, d'avoir de l'information, évidemment confidentielle, sur un serveur et qui permet d'avoir, si vous voulez, l'historique et puis d'essayer de prendre des actions précoces avant que la personne ne soit trop isolée ou la personne ne reçoive pas de soins adéquats. Ça pourrait faire l'objet de notre webinaire, si vous voulez. Oui, oui, ça sera l'occasion effectivement de remettre la discussion sur la table, puisqu'on a la chance d'avoir Christophe Lemierre qui nous écoute attentivement. Voilà. On a bien sûr Amadou Diawara qui va parler, parce qu'on va lui donner l'occasion maintenant de parler de l'initiative Pourquoi Africa Hospital virtuel. Mais voilà, c'est aussi ça, parce qu'on a besoin aussi, nous, d'être accompagnés. Si Diawara n'est pas prêt. Je pense qu'il arrive là. Voilà. Si Diawara n'est pas prêt, moi je voudrais. Ok. Non, je suis là. Je pense que je vais aller rapidement sur cela. En tout cas, je voudrais remercier l'ensemble des participants d'être présents aujourd'hui, surtout en particulier mon grand frère Dr Lee, que je remercie énormément et qui nous a beaucoup appris. On a appris beaucoup à ses côtés, en tout cas, et on est fiers qu'il soit là aujourd'hui. Mais je voudrais remercier également aussi Christophe Lemierre, aussi, malgré son agenda chargé, qui a accepté de venir aussi parler chez nous aujourd'hui. Mais je pense que la grande sœur Kumba, toi toute seule, on va dire, c'est plusieurs femmes. Hein, donc, tu représentes la voix de plusieurs personnes à travers la radio et autres. Donc, c'est pourquoi on n'a pas jugé utile d'avoir plusieurs, sinon la parole, elle aurait été monopolisée. Mais je pense aussi, Patrick, je suis tout fier aussi de pouvoir être là aussi toujours, j'apprends toujours à t'écouter. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pourquoi je n'ai pas souhaité intervenir tout de suite. Je me suis dit, j'attends juste la fin. Parce qu'avoir la chance de vous avoir tous ici, mais aussi la participation d'Aline aussi, de Toulouse, mais aussi de Dr Yalkoué aussi, Amadou Yalkoué, que je salue aussi. Donc, c'est pour dire que c'est une idée formidable. Donc, ça me reconforte un peu dans mon idée de vouloir innover, de pouvoir apporter des solutions. Et c'est pour dire qu'à Dr Lee, on ne dirait pas que la relève parce qu'il n'est pas encore vieux. Mais c'est de dire qu'il y a d'autres personnes aussi qui essaient d'emboîter le pas. Et c'est pourquoi nous, on a décidé de mettre après l'université virtuelle aujourd'hui qui est devenue un succès. On a vu, quand nous on avait pensé au début à mettre ça en place, les gens disaient que j'étais instable, mais la nature nous a donné raison qu'avec le Covid-19, on a vu que dans toutes les civilisations du monde aujourd'hui, c'est l'enseignement en ligne. Donc, est-ce que je suis instable ou pas? Bon, est-ce qu'on n'est pas tous fous quelque part? Donc, c'est de dire que ça, c'était une vision qu'on avait eue et aujourd'hui, on a eu raison que l'enseignement en ligne, c'est sans doute la meilleure solution. En tout cas, c'est une alternative, en tout cas pour le Mali. Pour toutes ces personnes en zone de conflit, c'est là où justement nous avons pensé. Parce qu'en faisant l'enseignement en ligne, on s'est rendu compte d'abord que les premiers inscrits, c'était toutes ces personnes en zone de conflit, les personnes déplacées, mais surtout les femmes surtout qui n'osaient plus aller à l'école parce que leur mari ne le souhaitait plus. En fait, quand on parle de violence faite aux femmes aujourd'hui, mais ça touche tout, quelle qu'en soit l'activité, quel qu'en soit le rang social aujourd'hui, on est tous victimes de cela quelque part. Et je vis un peu quelqu'un qui posait la question, un homme qui se fait battre par sa femme, c'est aussi la violence conjugale. Il y a des cas au Mali, on en connaît aussi. Ouais. C'est vrai que là, déjà, les femmes ont du mal à expliquer quand elles sont violentées. Alors au Mali, ce n'est pas les hommes qui vont aller pleurnicher dire que ma femme m'a tapé, quoi. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que nous, on a réfléchi après l'université virtuelle aujourd'hui, on s'est dit, mais quelle autre solution on peut apporter rapidement, comment on peut innover? C'est là où on est parti sur Africa Virtual Hospital, parce que l'université virtuelle, je reviens dessus à chaque fois, ce n'est pas malien, c'est international. Aujourd'hui, nous avons plus de 4000 inscriptions de partout en Afrique. Et ça, même des États-Unis, la France, les gens s'inscrivent dessus, la diaspora, qui veulent aussi apprendre en fonction des réalités socio-culturelles du pays. On s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre aussi quelque chose pour la santé? Nous savons qu'aujourd'hui, c'est ça le problème aujourd'hui. Et avec le Covid-19 aujourd'hui, nous avons vu un peu le problème, la défaillance de nos systèmes de santé. Les pays les plus sophistiqués, les plus en avance aujourd'hui, on a vu toute leur faiblesse aujourd'hui, que ce soit en France ou aux États-Unis. Nous avons vu que ces pays-là, malgré un système de santé qui a été solide pendant des années, ont connu des difficultés. Alors, ce n'est pas chez nous en Afrique qu'on ne va pas connaître, où il y a beaucoup de tabous, mais il y a des manques d'infrastructures et il n'y a pas d'argent. Donc, c'est pour dire que… mais c'est chez nous qui a les plus de problèmes. C'est en Afrique qu'il y a 10 millions de problèmes et les 10 millions de solutions dans les décennies à venir viendront de l'Afrique. Et ça, c'est clair. Et nous pensons que nous avons raté toutes les révolutions en Afrique et la seule révolution que nous ne pouvons pas nous permettre de rater, c'est la révolution numérique. Et ça, aujourd'hui, nous pensons qu'en Afrique, aujourd'hui, on n'est pas en marge de cela aujourd'hui.
Nous révolutionnons tous les jours, nous innovons tous les jours. Maintenant, c'est vrai que notre gouvernance aujourd'hui dans nos pays, elle ne favorise pas certaines choses aujourd'hui, mais nous allons prier le bon Dieu qu'on arrive à avoir encore des gouvernants beaucoup plus transparents, beaucoup plus dynamiques, mais aussi des leaderships qui vont permettre de voir cette vision qui va permettre aussi de changer le continent. C'est pourquoi African Virtual Hospital a pour vision tout simplement de renforcer les outils et les protocoles pour fournir aussi au service d'excellence aux patients, mais aussi aux citoyens africains en fait, mais dans le monde aujourd'hui. C'est ça le numérique aujourd'hui, c'est universel, ce n'est pas que malien, ce n'est pas africain, ce n'est pas européen, américain, asiatique, ça va être en ligne, c'est online. C'est ça l'avantage aujourd'hui. Et donc, c'est d'utiliser les technologies aujourd'hui pour pouvoir trouver des solutions, faire des téléconsultations. Et c'est pourquoi nous avons plusieurs outils aujourd'hui que nous avons combinés sur cette plateforme. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais faire vanter les mérites de la plateforme, mais African Virtual Hospital aujourd'hui a tout ce qu'il faut pour être prêt aujourd'hui, mais ça vient renforcer seulement les hôpitaux qui sont déjà sur place. C'est ça l'objectif en fait. Ce n'est pas une plateforme qui va tout faire. C'est l'avantage, c'est les hôpitaux déjà comme Gabriel Touré, Plongé, etc. Mais c'est le travail avec l'intime aussi. Mais les différents CESCOM qui sont là aujourd'hui, c'est là où Dr Lee, moi je le salue parce que le travail qu'il a fait, la vision qu'il a eue, je pense qu'il a été traité de fou aussi. Et je pense qu'on le traite encore un peu jusqu'à présent. Mais cette vision qu'il a eue de l'intime aujourd'hui, nous avons vu avec le Covid-19 que voilà, c'était une vision qu'il fallait passer il y a 10-20 ans. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui, nous avons plus de flexibilité, nous sommes dans le secteur privé parce qu'aujourd'hui, le groupe Famille, c'est un centre de recherche, d'innovation technologique et d'industrie créative. Notre objectif, c'est d'innover, c'est d'impacter aujourd'hui. Ce n'est pas le profit, mais c'est d'impacter et c'est d'apporter des solutions. Et cet hôpital virtuel que nous avons mis pour le continent, nous pensons que ça peut résoudre plusieurs problèmes, notamment la question du genre. Et ça, moi, je suis soniqué et dans ma communauté, je sais que ces problèmes existent beaucoup. C'est très difficile. On parle de mutilation, on parle de beaucoup de choses. Et moi, la double culture que j'ai eue du Mali et de la France me fait savoir qu'il y a un fossé énorme aujourd'hui qu'il va falloir trouver la solution. Et cette solution aujourd'hui, ça va être le numérique. Et comme le docteur Lee l'a dit, comme l'ensemble des intervenants l'ont dit, le numérique va permettre aujourd'hui d'avoir la confidentialité, la sécurité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de tabous. Notre culture, notre religion et beaucoup de choses font qu'aujourd'hui, une femme qui est excusez-moi, violée aujourd'hui, a honte tout simplement d'aller juste dénoncer. Parce que les gens vont avoir des préjugés. Mais tiens, elle a été violée, cette fille, etc., etc. Mais nous avons un phénomène aujourd'hui qui est même rare aujourd'hui. C'est-à-dire quasiment, c'est chez nous. Il y a des viols collectifs aujourd'hui qui n'arrêtent pas. Tous les jours, les gamins s'amusent à le faire. Tiens, nous, on était en bande de copains, on a violé une fille. Et aujourd'hui, ça, c'est là, il n'y a pas de punition, il n'y a rien dessus. Donc, ça va permettre aux filles aujourd'hui de pouvoir venir sur cette plateforme qu'on a mis aujourd'hui en ligne et de pouvoir déclarer des viols. Mais on a regardé, comme elle l'a dit, Kumba tout à l'heure, c'est-à-dire que même si elles n'ont pas de forfait Internet, elles n'ont aucun moyen, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas lettré, elles n'ont pas été à l'école, c'est ça qui est bien. Nous avons mis un centre d'appel qui va permettre de prendre aujourd'hui dans toutes les langues du Mali, plus ou moins, parce qu'il y en a 100 dialectes, on n'a pas pris tout, mais on a pris tout ce qui est les langues qui sont le plus parlées. Donc, au-delà de cela, nous avons également mis le français, l'anglais, etc. Mais encore mieux, on a mis le Mali a fait un travail extraordinaire. C'est pourquoi il faut peut-être saluer aussi. C'est vrai qu'on critique beaucoup nos gouvernants, mais ils ont quand même libéralisé le code ICSD que la plupart des pays n'ont pas fait encore, même en Europe ou en Afrique. Et ce code ICSD va nous permettre de faire des requêtes dièse, 30 dièse, on peut dire n'importe quelle personne aujourd'hui, on peut les expliquer, communiquer sur cela et composer ça et vous allez vous faire appeler. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis des assistantes sociales qui vont être là pour assister ces femmes et des conseillers juridiques sont là également pour les conseiller. Mais nous avons des médecins de partout dans le monde. Et c'est ça l'avantage de notre large réseau aujourd'hui. C'est pourquoi African Hospital Virtual, on a pas mal de médecins, que ce soit des médecins africains, que ce soit des médecins européens, indiens. Et nous sommes en train de voir et nous allons pouvoir compter sur le réseau de Dr Lee, mais également sur le réseau de M. Christophe Lemierre aussi, de Patrick, de toutes ces personnes aujourd'hui, de toutes ces bonnes personnes que je vois dans la file de discussion, de pouvoir apporter plus de médecins. Et c'est ça l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est de dire qu'African Hospital, il a été mis en place dans le cadre de notre politique RSE. Et aujourd'hui, nous avons comme un devoir, comme une mission aujourd'hui, au-delà de penser à nos enfants, à nos petits frères, et de penser à toute la communauté africaine tout simplement, mais aussi à citoyens du monde avec African Virtual Hospital. Donc, c'est une offre virtuelle qui est là aujourd'hui, qui a tous les outils nécessaires pour pouvoir faire de la télémédecine. Mais au-delà de cela, nous avons pensé les questions de société. Donc, c'est pourquoi la question du genre
et nous avons mis une place importante où il y a un chat live qui est là. Les gens discutent en live, ils discutent avec eux, ils les conseillent, etc. Mais il y a aussi toute la gestion de ces dossiers dans la confidentialité. Donc, cet outil qui va être là, que nous n'allons pas faire la partie commerciale, présenter l'outil, mais c'est une grosse plateforme. Donc, nous allons demander quand même que la Banque mondiale regarde un peu d'un œil cet outil que nous avons eu la chance de présenter il y a quelques jours en visioconférence, mais que nous avons encore envoyé. Mais nous avons aussi demandé aussi à Dr Lee de mettre toutes ses compétences, et Patrick, à Kumba, à toutes ces personnes-là, à Karim, à tout le monde aussi de contribuer. Comment on peut vendre ce produit aux yeux de nos autorités? Parce que le souci, c'est quoi? C'est que les initiatives, dès lors qu'elles ne sont pas prises par le pouvoir politique, on a tendance à les marginaliser. Mais généralement, la révolution, les solutions, l'innovation vient toujours par le secteur privé. Parce que nous avons cette flexibilité aujourd'hui de pouvoir aller vite, de dégainer, comme on dit, et de mettre des solutions dynamiques. Et aujourd'hui, le centre d'innovation famille, nous avons 200 ingénieurs qui sont là aujourd'hui, qui ne travaillent que pour la technologie, innover, 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 et c'est la jeunesse. Et c'est pourquoi nous avons mis l'ordre chez nous. Nous avons la parité homme-femme qui est aussi respectée. Tout cela va nous pousser, nous, à travailler tout ce qui est question de faciliter la vie aux femmes. Voilà, African Virtual Hospital aujourd'hui, c'est une grosse plateforme de télémédecine qui est là, qui vient en soutien à nos hôpitaux, mais qui va permettre aujourd'hui, comme on a le cas du Mali aujourd'hui, c'est ça qu'il faut qu'on en discute. Et je pense que le Dr Lee est là, il peut, si je me trompe, les meilleurs médecins sont tous à Bamako et malheureusement, on a plus de problèmes dans nos régions et le Mali est désenclavé, ça c'est un problème, mais nous n'avons pas d'infrastructure routière aujourd'hui. Si quelqu'un est malade à Gao, Karim me fait signe que c'est fini, mais si quelqu'un est malade aujourd'hui à Gao, tout simplement, il lui faut au moins 3-4 jours pour pouvoir l'évacuer à Bamako. Et si le meilleur médecin n'est pas, le professeur n'est pas à Gao, comment il va faire? Et la télémédecine peut permettre aujourd'hui de faire des consultations directement. Et aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons, la santé, c'est le seul outil où il n'y a pas de barrière aujourd'hui, où il n'y a pas de couleur. Quand on est malade, on a bien vu en Italie des médecins qui sont venus applaudir, on les a applaudis en Italie et tout le monde connaît aujourd'hui ces problèmes là-bas. Et donc, on a vu qu'aujourd'hui, quelle qu'en soit la couleur de peau, l'essentiel, c'est de soigner. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, que ce soit à Gao, à Kidal, ça peut être un moyen aussi de réconcilier le peuple. Ça peut être un moyen aussi de rapprocher nos populations parce que quand on soigne l'enfant de quelqu'un, cette personne a du respect pour vous. Quand une femme est violentée, quand une femme est déplacée dans les camps de déplacés, il y a beaucoup de violence dans ces zones-là. Ces gens-là, ils souffrent énormément. Déjà, ils ont quitté leur zone, là où ils sont nés, là où ils ont grandi, ils ont perdu leur bétail, ils ont tout perdu. Alors, quand ils viennent aussi, leurs enfants sont violés dans les camps. Donc, vous voyez, tout cela, c'est beaucoup de tabous, c'est beaucoup de déchirements, on a vu. Donc, c'est ça, nous, un peu notre mission aujourd'hui. Et je remercie tous les panélistes d'avoir accepté notre webinaire. Et nous sommes en train de travailler une fois par semaine, faire des webinaires. À chaque fois que nous pouvons vous demander votre expertise, vous pensez que ce n'est pas beaucoup, mais en réalité, tout ce que vous venez de dire, les gens ont appris beaucoup de choses. Et vous avez donné beaucoup de lumière aujourd'hui et beaucoup d'espoir. Grand merci à vous et je vous dis à très bientôt et que Allah vous bénisse. Merci, Président, merci beaucoup. Je signalais que Christophe Lumière, qu'on remercie beaucoup, devait nous quitter pour une réunion. Donc, c'était ça. Merci. 19h38. Merci, Monsieur Lumière. Merci, on compte sur votre soutien. Merci beaucoup. Merci. 19h39 à Toulouse, Montpellier, Paris et 17h39 à Bamako. Donc, Patrick, je pense qu'il a réglé. C'est bon? Tu m'entends? Oui, oui. Non? Si. Oui, c'est bon? Ah, bon. Bon, très bien, je n'ai rien à rajouter. Merci de cette participation. Le mot de la fin, Patrick, peut-être? Non, c'est un échange très enrichissant, beaucoup porté évidemment sur le thème de la violence basée sur le genre, mais c'était l'objectif et on a beaucoup parlé de ça. La technologie, finalement, n'est qu'au service de l'idée et je pense que les médecins qui ont surtout évoqué ça aujourd'hui avaient à cœur de parler de ça et c'est à nous maintenant à bien écouter leurs besoins. Et pour répondre à la question tout à l'heure qui a été posée, comment on pousse finalement tous ceux qui sont fragilisés à aller vers la télémédecine, ils vont y aller tout naturellement, mais c'est un peu au pouvoir public à mettre en place une infrastructure pour faciliter ces échanges. Et on compte sur eux, évidemment. Mais encore une fois, la parole était surtout aux médecins aujourd'hui et j'ai beaucoup appris, mais ça ne m'étonne pas. Je savais qu'avec Ousmane, on apprendrait pas mal de choses aujourd'hui. Voilà. Merci à l'organisation. Merci à Amadou de mettre en place ce genre d'échange. Et encore une fois, à votre entière disposition pour continuer à parler à la fois de l'Afrique et de la santé. Merci beaucoup. Merci. Ben, Aline, je dirais l'écosystème, on est tous main dans la main puisque Aline sera sollicitée également pour le travail qu'on est en train d'accomplir pour Merci.
Quand vous voulez, bien sûr. Merci. Quand vous voulez, bien sûr. Ben, Amadou est venu à Toulouse. Maintenant, il faut que Aline Duplat vienne à Bamako avec Patrick. Je pense que Karim, aujourd'hui, African Virtual, aujourd'hui, on va beaucoup travailler avec Toulouse parce que avec tout ce qu'on... Il n'y a pas de route, effectivement, pour amener, surtout dans les campements, les malades jusqu'aux hôpitaux. Donc, c'est ce qui est très, très difficile. Il faut 4 jours, effectivement, souvent 1000 et quelques kilomètres à faire en voiture pour amener un malade, gravement malade. Donc, c'est vraiment du boulot. Et la personne, il y a toujours des risques de décès avant d'arriver vraiment à l'hôpital le plus proche. Et ce n'est pas évident d'arriver à cet hôpital-là parce qu'on a très peu d'hôpitaux, effectivement, d'hôpitaux qui peuvent recevoir des malades, surtout pour certaines maladies. Donc, toutes nos félicitations. Je ne peux que vous remercier, et féliciter et remercier aussi Amadou qui a eu cette idée et tous ceux qui l'accompagnent. Donc, vous avez notre accompagnement et vraiment nos félicitations et notre soutien. Merci pour votre soutien, Madame la Ministre. Vraiment impatient de vous revoir. Merci. Merci, Excellence. Oui, merci. Merci. Et bien, 19h47 à Toulouse, Montpellier, Paris et 17h48 maintenant à Bamako. On vous remercie infiniment pour votre participation. Bravo à tous. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir. Allez, merci, au revoir. À bientôt. À la prochaine alors. À la prochaine. C'est très magnifique.